Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, je suis Laure Dursidé et bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte-moi le podcast. Aujourd'hui, préparez vos manettes de jeu car je vous emmène explorer le sujet du jeu vidéo. Et pour ce faire, on va écouter Corben de la chaîne YouTube Lore & Rule et CJ nous parler de leur passion pour ce média. Mais juste avant de les accueillir, jingle. Salut à vous les gars, comment vous allez ? Bien et toi ? Ça va bien et toi ? Bah ça va, merci. Alors on va tout de suite commencer avec la première question. Comment est-ce que vous définiriez le jeu vidéo ? CJ peut-être, est-ce que tu veux commencer ? Je dirais tout simplement que c'est un jeu interactif qui se déroule sur un écran et qui réagit aux actions du joueur. Ok, ouais, d'accord. Corben, de ton côté, est-ce que tu le définirais comme ça ou t'aurais peut-être une autre définition ? C'est un peu pareil, je dirais que c'est un média interactif qui va mélanger des règles, de l'image, du son, de la narration. Et ça place vraiment le joueur au cœur de l'expérience. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui le distingue des autres médias, contrairement au cinéma ou au livre, dans le jeu vidéo, on n'est pas spectateur, on est acteur. On va agir, on va faire des choix, on va échouer, on va recommencer, on va apprendre. Donc c'est ça qui est intéressant avec le jeu vidéo, ouais. Ok, ouais, ça a l'air passionnant exprimé comme ça. J'imagine que ça doit se jouer sur différents supports. Quel genre de support est-ce que il existe ? Alors, tout le monde connaît les consoles de jeu. Il y a aussi les ordinateurs. Et entre guillemets récemment, de plus en plus de personnes jouent sur leur téléphone portable. Ah oui, donc quand même il y a un large panel de supports sur lequel on peut accéder à ce genre de jeu, donc ça doit permettre une certaine accessibilité. On en parlera peut-être un petit peu plus tard. Ce qui est intéressant avec le jeu vidéo, c'est que depuis quelques années, ça prend une part aussi de manière professionnelle dans la compétition. Donc il y a ce qu'on appelle l'e-sport. Donc il y a des athlètes, un peu si l'on peut dire, dans le jeu vidéo. Et ça fait des tournois qui attirent des milliers de spectateurs, qui soient en ligne ou dans les stades. Voilà, donc c'était juste pour dire que le jeu vidéo, c'est pas simplement un divertissement, mais ça devient un vrai domaine compétitif reconnu. On parle même du jeu vidéo comme le 10e art. Pas officiel, mais voilà. Ah oui, donc vraiment, ça a dépassé ce stade de loisir de salon, on peut dire, pour vraiment prendre une place à part entière dans l'art et aussi dans, du coup, comme tu l'exprimais, le sport, comme on l'appelle le e-sport. C'est ça. Donc ça a vraiment une légitimité à part entière, en fait. Exactement, ça devient un peu comme un objet culturel, en fait. D'accord, ok. Alors j'imagine qu'avec tout ça, il doit y avoir de genres et de types de jeux vidéo différents qui existent. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, nous dire quel type de jeux vidéo différents il existe ? Il y a bien évidemment les jeux ludiques avec lesquels on s'amuse en général, mais il y a aussi les jeux narratifs, il y a les jeux éducatifs et il y a aussi les serious games sur lesquels on apprend différents métiers, par exemple pilote d'avion. D'accord. Encore une fois, c'est très varié et il y en a, j'imagine, pour tous les goûts. Corben, de ton côté ? Alors, moi, je l'aurais classé par genre, par façon de jouer aussi. Donc au niveau des genres, action-aventure, sport, il y a aussi ce qu'on appelle le RPG, le role-playing game. Donc finalement c'est comme jouer à un film dont on serait le héros, avec un personnage qui évolue, qui prend des décisions. La stratégie, la gestion, les jeux compétitifs, la simulation. Et le MMORPG aussi, Massively Multiplayer Online, donc le monde massivement multiplayer. C'est comme un RPG. Mais on est dans un monde avec plein d'autres joueurs, on peut créer des liens, coopérer, vivre des aventures ensemble. Et après, par façon de jouer, le jeu solo, là où on joue seul, le jeu coopératif, on joue ensemble, multijoueur en ligne, et local, après, on est sur le canapé ensemble et on peut jouer. D'accord, ok. Ah ouais, c'est vraiment très riche. J'imagine que chaque type de jeu vidéo a son approche, ou est-ce que finalement ça se vaut de jouer à un style de jeu ou de jouer à un autre style ? Est-ce que ça apporte des sensations ou peut-être des approches de jeu différentes ? Oui, bien sûr, oui. Je dirais que dans la force du jeu vidéo, en fait, c'est fait quand tu as des envies, et même au niveau de ta personnalité, ça va loin, tu peux trouver toujours ton style de jeu au travers de toutes ces catégories, en fonction de ce que tu recherches. Et des moments même, c'est même parfois en fonction de toi, comment tu te sens, t'es dans un mood. T'as pas envie de jouer à ce style, t'as envie de jouer à un autre style. Tout à fait. D'accord, ok. Tu partages cet avis du coup, CJ ?
Oui, pour rejoindre ce que disait Corben, il y a des jours où on se sentira plus envie de jouer avec d'autres personnes et d'autres jours où on a envie de s'immerger tout seul dans une histoire. Et ça, c'est la force. Enfin, c'est un peu comparable à différents livres. Des fois, on a envie de lire du développement personnel, d'autres fois, on a envie de lire des romans, d'autres fois, on a envie de lire une nouvelle. C'est la même chose. D'accord. Ah ouais, c'est vraiment la beauté du jeu, c'est que encore une fois, on le dit depuis le début, mais on le répète, c'est vraiment très riche. Et du coup, il y en a vraiment pour tous les styles et même pour une personne peut jouer à différents styles de jeu en fonction de ses humeurs. Et du coup, ça doit être fascinant et inépuisable comme ressource de divertissement. Alors maintenant, on va passer sur une question un peu plus personnelle. Pourquoi, individuellement, vous avez cette passion du jeu vidéo ? Eh bien, comme on le dit bien, j'ai baigné dedans quand j'étais petit. Mon père travaillait pour Sega, pour Nintendo France, Microsoft et Disney Multimedia, donc j'ai eu l'occasion de pas mal voir des jeux passer à la maison. Même des fois, mon père venait avec des consoles du travail, et c'était bien entendu moi le plus heureux dans l'histoire. J'imagine. Et sans compter les PlayStation 1 et puis 2 des tontons sur lesquels j'essayais leurs jeux à eux, donc c'était souvent des FIFA. Mais des fois, c'était d'autres jeux encore. Oui, c'est comme ça que j'ai mes tout premiers contacts avec le jeu vidéo. D'accord. Et qu'est-ce qui, du coup, a éveillé cette passion en toi ? C'était surtout le fait qu'avec la famille ou les amis, on passait toujours un bon moment à faire ça. Bon, dans le sport, il y avait tout le temps quelqu'un qui était sur la touche, quelqu'un qui se fait mal, etc. Mais par contre, quand on jouait tous ensemble, on passait un bon moment, on riait, on voulait absolument refaire une autre partie parce qu'on voulait absolument faire mieux que l'autre. C'était toujours un bon souvenir. D'accord. Ok. Ah ouais, donc vraiment, ça t'a... Dès le début, en fait, dès tes premiers pas dans ce milieu-là, tout de suite, t'as goûté au plaisir que ça pouvait apporter et Exactement. Du coup, j'imagine que ouais, ça doit être indélébile comme souvenir. Ok. Et de ton côté, Corben, alors pourquoi es-tu autant passionné de jeux vidéo ? Alors, il y a plusieurs points. Tout d'abord, je dirais que le jeu vidéo, dans mon cas, comme dans d'autres, je pense, ça permet de s'évader du quotidien. Alors, non pas que le quotidien soit ennuyeux, loin de là, mais en fait, dans le jeu vidéo, on a l'occasion de visiter des mondes imaginaires, historiques. On peut vivre des aventures qu'on ne pourrait pas avoir dans la vraie vie. On peut même aller dans l'espace. On peut donc visiter des lieux qu'on n'aurait pas l'occasion de voir. Là où, quand on regarderait un documentaire, un film ou même un livre, on serait toujours, comme je l'ai dit tout à l'heure, spectateur et non pas acteur. Après, je dirais aussi que ça donne aussi de la confiance en soi, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui proposent des défis à relever, des énigmes ou des actions complexes. Et quand on réussit, ça donne, moi personnellement, ça a donné un sentiment d'accomplissement, de satisfaction, de réussite. Et ce qui est intéressant aussi dans le jeu vidéo, c'est que même les échecs sont valorisants. On apprend la persévérance, on apprend à faire des stratégies. Donc c'est comme en fait progresser dans un sport ou dans un art. Après, il y a aussi le côté où ça apporte de la créativité. Donc il y a des jeux qui permettent de créer son propre monde, ses personnages, son histoire. Donc moi personnellement, ça a aussi stimulé mon imagination. Après, peut-être qu'on parlera de ce détail plus tard, mais il y a le côté aussi où ça apporte du lien social et du partage. Mmh. Et après, on en a parlé un peu tout à l'heure. C'est au niveau de la variété, l'accessibilité en fait. Moi j'ai toujours trouvé un jeu qui va correspondre à mes goûts et d'autres aussi je pense, dans la narration, dans la stratégie, dans le sport, dans la simulation. D'accord, ah ouais, donc ouais, c'est vraiment tout un tas de raisons qui font que ça a vraiment fait naître en toi un vrai amour pour ce loisir. C'est passionnant et merci de partager ça avec nous. Alors du coup, qu'est-ce que le jeu vidéo vous apporte dans la vie en général ? En fait, personnellement, c'est souvent des renforcements dans des domaines. C'est-à-dire ? Par exemple, au niveau du dépassement de soi. Moi, ça m'a poussé surtout, pas appris, mais poussé à sortir de ma zone de confort. Donc, prendre des risques, affronter des situations stressantes, parfois même gérer plusieurs choses en même temps. Par exemple, réussir quelque chose de très difficile ou atteindre un objectif complexe. Dans certains jeux vidéo, ça va demander de la concentration, de l'organisation, mais aussi du courage. Et en fait, ça m'a appris à plus me dépasser. Ça m'a aussi appris à prendre des décisions et avoir une réflexion rapide. Ça demande même aussi parfois de la dextérité. Il y a des jeux qui demandent de réfléchir rapidement ou planifier des stratégies. Et je dirais aussi que ça m'a appris à persévérer, même face à l'échec. Dans beaucoup de jeux, le principe c'est d'échouer avant de réussir. Et à chaque fois qu'on échoue, en fait, on apprend, on analyse ce qui n'a pas marché, on essaie une autre stratégie, on recommence.
Et le dernier point que je dirais aussi, c'est que jouer, ça permet aussi de décompresser. Après une journée difficile, on se détend, on s'évade. Donc c'est bien aussi dans ce domaine. Ah ouais, je vois. Ouais, pareil, de belles leçons de vie, on va dire, qui peuvent être aussi encouragées par ce biais-là, donc c'est chouette. Et toi, de ton côté, CJ? Eh bien, même si Corben a déjà abordé plusieurs points, je me dois déjà d'apporter une petite précision, c'est que on parle souvent du jeu vidéo comme quelque chose qui n'a pas d'apport. C'est une idée reçue que ont beaucoup de personnes, parce que l'addiction ou autre chose, ce sont des risques réels, certes, mais c'est parce que le jeu vidéo apporte des choses qui sont pas des choses qui se constatent à l'œil nu. Comme le disait Corben, la prise de décision rapide, c'est pas en regardant quelqu'un qu'on va savoir à quelle vitesse il se décide. Mais c'est aussi que les personnes qui aiment les jeux vidéo, qui pratiquent souvent des jeux vidéo, leur sens de la critique est beaucoup plus aiguisé parce qu'on est tellement exposé à la technologie nouvelle génération, de nouveaux graphismes, de nouvelles mécaniques, etc., de nouvelles directions artistiques et tellement de formes d'art différentes que le constat est là, ça devient de plus en plus difficile de satisfaire un gamer parce que les exigences deviennent de plus en plus hautes, même si l'innovation a ses limites. C'est dans ce sens-là où je dirais que le jeu vidéo apporte un sens critique de l'art en général. Ça apporte aussi de vivre des expériences qui nous font aborder des sujets graves comme des sujets plus légers. Ça apporte beaucoup en réflexion et comme on le disait plus tôt, il y a des jeux vidéo qui sont faits pour apporter l'aide, pour apprendre plus vite. Par exemple, si j'étais bon en anglais à l'école, c'était parce qu'un jeu vidéo a été plus efficace que ma prof d'anglais. Désolé pour elle. mais c'est une réalité. Pour parler d'un jeu vidéo que les anciens comme moi connaissent bien, Adibou, c'est un jeu vidéo. Et c'est avec lui qu'on apprenait à la maison. C'est vrai. Et donc voilà, on ne peut pas résumer le jeu vidéo à un record isolé dans une carte mémoire. C'est vraiment un support éducatif et aussi une forme d'art incontestable. Ah ouais, c'est impressionnant parce que, je vais être franchement honnête, moi je m'y connais que très peu dans ce domaine-là, donc le fait d'en apprendre davantage et de vous entendre détailler un petit peu tout ce que ça peut apporter, c'est vraiment incroyable et de l'extérieur, on ne s'imaginerait pas qu'un simple, entre guillemets, jeu vidéo pourrait apporter tous ces aspects-là et pourtant c'est bien réel. Effectivement, à vous entendre l'expliquer, ça paraît complètement cohérent, donc c'est fascinant. Oui, je voulais aussi ajouter que dans certaines recherches de travail, ou en tout cas à certains postes, c'est un plus de dire qu'on joue aux jeux vidéo parce qu'on se dit que si vous jouez à tel genre de jeu, c'est que vous savez gérer une équipe. Ou si vous jouez à tel genre de jeu, c'est que vous avez pris des décisions rapides, où on sait s'organiser, où on va pas s'écraser sous l'échec. Les gamers ont un mental d'acier avec leurs multiples sessions de jeux vidéo. Ah ouais, j'imagine. Ah ouais, c'est chouette. Tu as eu personnellement l'occasion d'expérimenter ça dans le milieu professionnel, par exemple, un interlocuteur qui a relevé, par exemple, ta passion pour le jeu vidéo? Alors, je n'en ai pas eu la chance. Mais mon père qui lui travaille dans le milieu a eu cette occasion-là d'avoir affaire à ces personnes-là. Oui, j'imagine. D'accord, ok. Salut à tous, c'est Lord Ursidé. J'espère que cet épisode vous plaît. Comme vous avez pu l'entendre, on a parlé notamment des role-playing games. Pour certains d'entre vous, cela vous fait peut-être penser aux jeux de rôle. Et ça tombe bien, parce que j'ai tourné à l'épisode 3 de cette émission, un épisode entièrement consacré à ce passe-temps. S'il vous intéresse, je vous invite à aller y jeter une oreille. Vous verrez, c'est passionnant. En attendant, je vous laisse avec la suite de cet épisode. Bonne écoute! Alors du coup, pour continuer dans cette lignée, quel est ton type de jeu vidéo préféré, CJ? Alors, je dirais, j'en aime plusieurs. Mais c'est surtout les RPG, role-playing game, qui m'ont le plus marqué parce que, Corben l'avait dit aussi précédemment, on rentre dans une direction artistique, on rentre dans une histoire, un univers, on rentre dans l'imagination de quelqu'un. Et ce qui est passionnant, c'est de s'attacher à des personnages, même s'ils sont fictifs, mais on s'attache à eux parce qu'on va aimer une qualité, on va aimer la manière dont le personnage est bien écrit. Et c'est quelque chose que, pour les personnes qui ne comprennent pas trop les joueurs, ça peut paraître ridicule, mais c'est parallèle aux acteurs. On aime bien tel acteur parce qu'il a super bien joué dans tel film. Dans le jeu vidéo, c'est la même chose, on aime bien tel personnage parce que son passé, ça nous parle. Ou sa personnalité, ça nous parle parce qu'on est pareil, parce qu'on est carrément l'opposé, ou parce qu'on connaît quelqu'un qui est pareil aussi. C'est le fait de non pas être juste un lecteur ou un spectateur, mais de vraiment jouer un rôle dans cet univers, ça change tout.
Oui, en fait, au final, ça revient à dire que c'est un média comme un autre, tout comme on peut très bien apprécier un héros de roman ou un héros de fiction télévisée, par exemple, parce qu'on s'identifie peut-être à lui d'une façon ou d'une autre. C'est un moyen aussi de créer un attachement pour le personnage, et j'imagine que dans ce type de jeu que tu décris, les RPG, ça doit être encore plus gratifiant de pouvoir prendre certaines décisions en prenant en compte justement ce fameux passé ou cette fameuse histoire de ce personnage qu'on incarne. Exactement. Et c'est aussi le côté où on les voit progresser, non seulement dans l'histoire, mais aussi dans le gameplay. Le héros commence toujours avec une épée en bois, mais il termine avec une vraie épée, et il devient de plus en plus fort au fur et à mesure de l'aventure. Dans les RPG, en général, c'est un peu la même chose. On commence avec des objets qui payent pas de mine, mais au final, ils deviennent de plus en plus forts. On établit des stratégies et on est content ensuite de voir ce qu'ils deviennent et des résultats qu'ils donnent. D'accord. Ah, passionnant. De ton côté, Corben, quel est le type de jeu vidéo que tu préfères ? J'ai pas mal changé de type de jeu vidéo au travers des années que je préférais, mais aujourd'hui, je dirais que mon type de jeu vidéo préféré, c'est les jeux vidéo narratifs, parce qu'en fait, ils se rapprochent beaucoup de ma passion du cinéma aussi. En fait, personnellement, ce que je vais rechercher dans un jeu aujourd'hui, c'est pas forcément la performance ou la compétition, contrairement à ce que je recherchais quand j'étais un peu plus jeune. C'est plus une histoire à vivre. Et en fait, ce qui est intéressant avec ce type de jeu, c'est que le cinéma, je vais réfléchir souvent après le film, on va digérer le film, alors que dans le jeu vidéo narratif, je vais réfléchir pendant l'expérience. Et c'est ça qui va être vraiment totalement différent. Et ce que j'aime bien, au même titre que le cinéma, c'est que dans ces jeux vidéo, il y a des personnages qui sont super bien écrits. Souvent même, aujourd'hui, c'est des acteurs aussi qui jouent dans ces jeux vidéo narratifs. Il y a une ambiance forte, il y a des émotions, il y a des thèmes aussi profonds, comme l'a dit CJ. Donc, on va regarder l'histoire, mais en plus, on va la vivre au travers de choix qui vont modifier cette histoire, contrairement à un film. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment hyper intéressant. D'accord, oui, je comprends cet aspect-là. Ça rapproche un peu aussi ce qu'on aime aussi en tant que joueur de jeux de rôle, par exemple, ce truc où on peut s'immerger pleinement dans un certain univers et avancer dans une histoire. J'imagine que ça doit être un peu les mêmes sensations quand on joue à un jeu vidéo narratif. Quel genre d'émotion est-ce que certains de ces jeux narratifs ont pu faire naître en toi déjà par le passé ? Beaucoup d'émotions, mais je dirais que j'ai développé de l'empathie en fait en jouant à ces jeux vis-à-vis de certains personnages. J'ai douté aussi vis-à-vis des situations. J'ai eu de la culpabilité par rapport aux décisions parfois que je prenais, parce qu'on peut pas revenir en arrière. Dans le jeu, quand on prend une décision, après elle a un impact dans beaucoup de jeux sur tout le déroulé de l'histoire, et également de l'attachement. Donc continuer aussi, comme dans la vie, on prend des décisions, il y a des impacts. Dans ces types de jeux vidéo, c'est pareil. On prend des décisions par rapport à un personnage et il y a des impacts. Donc voilà. C'est même des moments quand il n'y a pas des choix qui ont des conséquences énormes. Le simple fait de me poser la question « Qu'est-ce que ça va avoir comme impact ?» ça change mon rapport à l'histoire. Oui, j'imagine. J'imagine que tu dois pas avoir le même regard du coup sous ce prisme-là. Ok, fascinant. Alors du coup, vous parliez de votre amour pour le jeu vidéo. J'imagine que un des aspects du jeu vidéo qui doit sûrement bien aider, ça doit être aussi la capacité à pouvoir s'immerger dedans. Quelles différentes facettes du jeu vidéo vous aident le plus à vous immerger justement dans tel jeu plutôt que tel autre, par exemple ? Alors, personnellement, je l'ai cité un peu, mais moi, c'est l'histoire. Donc l'intrigue, les thèmes, les émotions. Liées à l'histoire, il y a également les choix. Donc quel impact ça va avoir, le ressenti. Mais il y a d'autres aspects aussi dans le jeu vidéo qui ne sont pas à négliger, comme la musique. La musique d'un jeu vidéo, on peut s'imaginer, mais il y a un énorme travail souvent qui est fait derrière, par le biais d'orchestres, de personnes qui travaillent méticuleusement sur la musique. Donc c'est ça qui crée l'émotion. Après, il y a l'univers aussi, bien sûr, qui joue un rôle vraiment important. Quand on sélectionne un jeu, on va regarder aussi l'univers, forcément. Le point très important, je pense, pour les gamers qui vont écouter le podcast, c'est le gameplay qu'on appelle. Donc, le fait de jouer, clairement, quel est le type de gameplay, parce qu'il y a différents types de gameplay. Et le rythme. C'est quoi le rythme aussi du jeu, mine de rien. Donc, finalement, c'est tout ça qui permet une immersion dans le jeu et qui va
limite faire en sorte à ce qu'on va oublier qu'on joue. Ouais, je vois, c'est différents facteurs et une combinaison de plein de facteurs intéressants. Au final, c'est un peu comparé à un film, hein, quand on regarde bien. Du coup, tu parlais du rythme. Il peut y avoir des jeux qui ont des rythmes de jeu différents, c'est-à-dire dans quel sens ? Tout à fait, mais il y a des jeux où par exemple c'est un rythme hyper calme, hyper posé. C'est simplement ce qu'on appelle du point and click. On va passer de scène en scène avec une petite musique douce. Et il y a des jeux par contre où ça va être un peu plus nerveux, où il va tout le temps falloir être aux aguets, être actif, veiller à son environnement. Donc là déjà, c'est deux rythmes différents. Après on choisit ce qu'on veut bien sûr par rapport, comme j'ai dit, au mood dans lequel on est. Mais c'est par rapport à ce qu'on veut, tout à fait, hein, c'est ça. Ok, fascinant. Et toi, de ton côté, CJ, alors ? Eh bien, je rejoins Corben sur la direction artistique, c'est très important. La musique, l'ambiance, la narration. Mais il y a aussi, surtout, l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur. Il y a certains jeux où, quand on appuie sur pause, c'est tout le jeu vidéo qui est mis sur pause. Et puis, on a les différents boutons pour paramètres, etc. Tandis que sur d'autres jeux vidéo, on n'a pas besoin de passer par un menu. On va directement utiliser les boutons pour avoir tel outil, faire telle action. On a plus l'impression de manipuler le personnage qu'une interface. D'accord. Un peu comme dans les jeux de course, où on va appuyer sur un bouton, mais c'est la pédale. Et du coup, ça nous donne une impression de vraiment conduire la voiture. Oui, je vois. J'imagine que même au niveau du rythme, pour le coup, ça doit aussi, j'imagine, influencer sur le rythme que l'histoire peut avoir. Peut-être si tu dois sans cesse accéder à un menu pour prendre telle ou telle décision, j'imagine que ça doit ralentir peut-être un peu l'expérience aussi. Exactement, comme s'il y a une grosse scène d'action, par exemple, ça sort du contexte de devoir appuyer sur un bouton qui va tout mettre sur pause et puis là je fais ci, je fais ça et ensuite je reviens dessus. Alors que sur d'autres jeux, l'interface ou l'expérience utilisateur sera beaucoup mieux gérée et c'est directement pendant la scène qu'on va appuyer sur tel ou tel bouton pour donner la même réponse. D'accord. La même interaction. Ok, ouais, je vois, d'accord. Alors pour le coup, vous diriez que ça fait depuis combien de temps que vous avez cette passion pour le jeu vidéo ? L'un et l'autre. L'âge exact, je saurais pas dire, ouais. Mais je vais pas me tromper en disant des années. Mais en tout cas, oui, depuis la primaire. Depuis la primaire, certainement, c'était la génération des jeux sur la Game Boy. Donc oui. D'accord. Oui, je vois. Ça a commencé. Ok. Et toi, Corben ? Eh bien, je dirais que c'est exactement la même chose que CJ. C'est depuis la primaire aussi avec la Game Boy Color. Ah donc, oui, je vois. Mon père me l'avait acheté, donc ça remonte à peu près, oui, à là, c'est ça, oui. D'accord, ok. Alors j'imagine qu'avec toutes ces années de passion de jeux vidéo derrière vous, vous avez dû parfois vous heurter à certains préjugés. Quel préjugé vous diriez qui est le plus présent vis-à-vis des personnes qui aiment le jeu vidéo ? C'est une bonne question. Je dirais que c'est une perte de temps. Ça rend accro aussi. C'est pour les enfants. Et les personnes qui jouent aux jeux vidéo, ça les rend asociaux. Voilà, c'est plus ça. Mais majoritairement, je dirais que c'est une perte de temps. D'accord, ok. Et toi, de ton côté, CJ ? Il y a le fameux ça sert à rien. Il y a une certaine personne dans un plateau télé qui avait dit que ça abrutit, qui a carrément insulté les gamers d'abrutis. J'ai aussi entendu que ça enferme dans une bulle irréelle. C'est très facile de tordre le côté ça fait fuir de la vraie vie, alors que nous on veut pas forcément la fuir. Et oui, c'est ce genre de préjugés que j'ai pu entendre. D'accord, ok, ouais, je vois. Comment vous répondriez à ces fameux préjugés, du coup ? Eh bien, j'aimerais revenir du coup sur ce qu'a dit cet écrivain français, sans pourtant polémiquer parce qu'on n'est pas là pour ça. L'industrie du jeu vidéo brasse des milliards par an, et c'est aussi le marché qui le plus important. Il rapporte plus que le cinéma et la musique combinés. Et c'est aussi un secteur qui mobilise des métiers tels que les artistes 3D, les compositeurs, les scénaristes, les programmeurs, les psychologues d'expérience utilisateur. Et je dois en passer parce que quand on voit les noms défiler, les génériques, il y a beaucoup de monde. Et beaucoup de métiers différents. Donc le jeu vidéo, c'est l'un des médias les plus lucratifs, divertissants et éducatifs qui soient. Donc oui, ça me permet vraiment de démentir toutes ces personnes qui, malheureusement, n'ont pas vraiment cherché plus loin que les préjugés qu'ils ont pu entendre. Ouais, je comprends. Ok. Et toi, de ton côté, Corben ?
Alors moi je dirais par rapport à ce que j'ai dit que c'est en fait finalement c'est pas le jeu vidéo le problème, c'est la manière dont on va l'utiliser et ce à quoi on va jouer. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas du tout une activité qui isole, c'est une activité qui rassemble quand on la pratique ensemble. Et contrairement aussi à ce qu'on pourrait penser, c'est une activité qui est hyper sociale parce que quand on va jouer entre amis, certains vont même jouer en famille. Moi, j'ai souvenir de moments que je jouais avec mon père quand j'étais plus jeune. Et en fait, c'est un moment finalement qu'on va partager au même titre qu'on ferait un sport collectif, un jeu de société, ou même qu'on va regarder un match de foot ensemble. Quand on va jouer, on va communiquer, on va s'encourager, on va rigoler, on va parfois se chamailler un peu, comme on le ferait dans n'importe quelle autre activité de groupe. Et la chose supplémentaire, c'est que dans beaucoup de jeux, surtout quand on joue en coopération, on doit se coordonner pour faire des actions, on doit aussi se faire confiance, on doit s'adapter aussi aux autres, apprendre de nos erreurs ensemble, parce que souvent on échoue ensemble aussi. Donc en fait, finalement, le jeu vidéo, quand c'est partagé, ça rapproche les gens, ça crée des souvenirs, ça renforce des liens, exactement comme le ferait un sport ou une autre passion commune. C'est passionnant ce que tu nous expliques là, et ça me fait penser du coup à ce que disait Jintra Kemis sur le podcast qu'on avait eu l'occasion de tourner sur Pokémon Go, qui expliquait justement aussi que c'était un biais social très important qui permettait vraiment de rassembler les personnes et de pouvoir partager ensemble une passion et de pouvoir échanger. Donc finalement ça se ressent sur plein de jeux vidéo différents. C'est fascinant et ce serait dommage de réduire du coup le jeu vidéo à quelque chose qui rend asocial ou quoi, alors que les faits montrent que concrètement pas mal de jeux demandent du lien social. Donc ouais, je vois. Ok. Ben, merci de partager ça avec nous. En tant que passionné de jeux vidéo, alors vous, ça fait des années que vous êtes passionné. Est-ce que vous diriez que le jeu vidéo est accessible à tout le monde ? Alors moi, je répondrais oui et non. Alors oui, de plus en plus, parce que beaucoup de gens se rendent peut-être pas forcément compte, mais ils jouent aux jeux vidéo sur mobile. Et maintenant, c'est vrai que les jeux vidéo donnent beaucoup d'accessibilité. Même si on a un handicap, il y a des options, des moments qu'on va commencer un jeu, il y a de l'accessibilité. Et l'avantage aussi, c'est que tous les jeux ne demandent pas les mêmes compétences et ne donnent pas aussi les mêmes plaisirs. Il y en a qui demandent des réflexes rapides, de la patience, etc. Il y a aussi des jeux qui sont catégorisés comme très exigeants, qui demandent beaucoup de persévérance et une énorme tolérance à l'échec. Donc c'est vrai que tout le monde ne peut pas y jouer. Donc finalement oui, le jeu vidéo est accessible à tous de par sa diversité. On n'a pas besoin d'être un gamer, si on peut dire, pour jouer aux jeux vidéo. Mais c'est vrai que quand on joue aux jeux vidéo, quand on s'y investit, ça a un coût. Et c'est pas tout le monde aussi qui a envie d'investir de l'argent dans ce média. Et c'est quelque chose qui peut totalement se comprendre. D'accord, ok. Tu dirais que c'est quoi les pôles qui demandent le plus d'investissement au niveau de l'argent pour cette passion-là ? Ne serait-ce que si on prend le domaine des consoles, aujourd'hui, si on achète une console, déjà on va avoisiner maintenant entre 800, 900, 1000 euros. Mais après, il y a tout le côté où après il faut acheter les jeux. Et donc là, on est sur entre 60 et 80 euros un jeu. Donc c'est vrai que déjà, si jamais on parle de ça à quelqu'un, sur la durée, il va se dire « Waouh, je vais acheter ma console et derrière je vais acheter les jeux ». Donc c'est vrai que oui, ça demande quand même aussi, si on a envie vraiment de s'investir dedans, un portefeuille. Oui, voilà. j'imagine. Bon, après, c'est un peu comme beaucoup de passions au final. Beaucoup de passions demandent un investissement au moins de départ. Donc, bon, c'est à relativiser aussi, mais effectivement... Après, l'avantage, c'est que maintenant, on trouve beaucoup de jeux d'occasion, des promotions. Là, je parlais vraiment des jeux neufs, mais c'est vrai qu'on peut attendre un peu la baisse de prix sur certains jeux, etc. Enfin... Oui, après, il y a beaucoup d'astuces, j'imagine, que vous n'en manquez pas pour s'en sortir pas trop mal de ce côté-là. Et toi, de ton côté, CJ, alors, qu'en penses-tu ? Est-ce que le jeu vidéo est accessible à tous ? Alors, même si il y a eu des progrès technologiques, par exemple, pour les personnes malvoyantes, les sous-titres avancés, le remappage des touches, la narration audio, etc., tous les jeux ne sont pas accessibles à toutes les situations de handicap, ni à toutes les situations économiques. On a déjà abordé quelques points. Et puis, il y a aussi malheureusement des endroits où les infrastructures ne permettent pas d'avoir un accès permanent à l'électricité ou à Internet. Donc là, ça devient déjà beaucoup plus difficile de vraiment se passionner pour les jeux vidéo, tout simplement. Donc oui, le jeu vidéo reste inaccessible à quand même une certaine bonne part des personnes. D'accord, ouais, je comprends. Ok. De par ses réalités. Oui, bien sûr, bien sûr.
Ok, bah écoutez, on a fait un bon tour d'horizon. C'était passionnant de vous entendre parler de votre passion du jeu vidéo. Peut-être que certains de nos auditeurs vont peut-être découvrir un peu le monde du jeu vidéo de par toutes ces questions. Mais alors, du coup, pour finir, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui, justement, voudrait s'intéresser au monde du jeu vidéo ? Ne pas se fier à la hype, ne pas chercher le meilleur jeu ou le jeu le plus populaire. C'est vraiment chercher ce que la personne, elle aime comme genre. Et si elle n'est pas sûre de savoir quel genre elle apprécie, elle aura le loisir d'explorer. Simplement, il y a beaucoup de let's play sur YouTube, par exemple. Il y a aussi d'autres médias sociaux comme Twitch qui te proposent de les voir directement jouer à certains jeux. C'est déjà une première approche. Il y a aussi un point que Corben avait abordé avec la question précédente, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de tout de suite investir 2000 € dans un ordinateur gamer ou bien 700 € dans une console de jeu. Il y a des consoles de jeu moins chères. Et au pire, il y a toujours le téléphone portable avec de très bons jeux vidéo dedans. Donc voilà, commencer peut-être petit à petit et toujours en fonction de ses propres goûts. D'accord, donc vraiment commencer par faire une recherche personnalisée sur mesure à propos de chacun, sa sensibilité, ce qui le touche plus, les univers qui vont peut-être plus lui parler, j'imagine, et puis tout l'aspect plus pratique de ce qui est à portée de main pour la personne, j'imagine, qui voudrait commencer. Ouais, c'est des conseils très pratiques, merci beaucoup. C'est aussi de faire attention à ne pas se fier aux premières impressions. Peut-être le premier jeu qu'ils vont essayer, ça va pas leur plaire. Ça ne veut pas dire qu'un autre jeu ne va pas plaire du tout. Il faut vraiment laisser sa chance à plusieurs essais. Ouais, j'imagine, ouais. Finalement, c'est logique, hein. C'est comme regarder un film. Tous les films ne nous plaisent pas. Ouais. Certains ne nous plaisent même pas du premier coup. Ouais. Donc, j'imagine que oui, il faut garder l'esprit bien ouvert et puis persévérer. Un autre conseil pour les personnes qui veulent se mettre aux jeux vidéo, c'est que ça peut aussi aider d'avoir un ami avec lequel commencer un jeu vidéo ou un membre de la famille. Trouver une communauté bienveillante. Apprendre à deux, c'est toujours plus rassurant, c'est toujours plus fun et puis ça, c'est toujours rassurant, encore une fois. Oui. D'avoir quelqu'un à qui dire comment je fais ci, comment je fais ça, j'appuie sur quel bouton, toujours mieux. Et aussi se fixer un temps réservé aux jeux vidéo, de faire attention à ne pas tomber non plus dans les travers et de ne pas jouer pour fuir quelque chose. Ah, pas mal, bon conseil. Merci beaucoup pour cette petite précision. De ton côté, Corben ? Il y a un point aussi que je n'ai pas donné dans la question précédente, mais il y en a beaucoup qui voient aussi le jeu vidéo comme une compétition. Mais en fait, le jeu vidéo, c'est pas une compétition si on veut pas que ça en soit une, tout simplement. Donc du coup, se dire qu'en fait, quand on va jouer au jeu vidéo, on n'a pas besoin d'être le meilleur. On joue juste au jeu vidéo pour vivre une expérience, des émotions et un plaisir de découverte. Et dans le jeu vidéo, je leur dirais aussi de ne pas avoir peur d'échouer. Parce que, en fait, quand on a appris à surmonter les obstacles dans le jeu vidéo, nos victoires ont plus de valeur. Et chacun aussi, peut, un peu en lien avec CJ, peut trouver quelque chose qui lui plaît, donc dans l'aventure, dans la narration, dans le sport, dans la création. On n'est pas obligé de jouer comme notre voisin, on peut jouer à notre rythme, et justement c'est ça qui est fort, c'est que si on est prêt à découvrir notre rythme, bien le jeu vidéo ça peut nous faire voyager, réfléchir, ressentir des émotions, et même nous rapprocher des autres. Donc finalement c'est ça. Et aussi le dernier point peut-être que je dirais, c'est de ne pas commencer par des jeux complexes. Toujours commencer par des choses qu'on va juger à notre portée. Donc vivre cette expérience en se disant qu'il n'y a pas de mauvaise façon de jouer. Ok, ouais, ça fait pas mal de choses très concrètes et très pratiques, merci beaucoup. Et puis merci beaucoup à tous les deux pour avoir partagé votre expérience et votre passion avec nous, ça nous a fait très plaisir. Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin de l'épisode d'aujourd'hui. On remercie à nouveau Corben et CJ pour leur témoignage plein d'enthousiasme. En ce qui concerne Corben, vous pouvez le retrouver sur la chaîne YouTube Lore & Rule qui explique et explore les règles et les lores de certains jeux de société. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil, ça en vaut le détour. J'espère en tout cas que cet épisode vous a plu et que vous en aurez appris davantage sur l'univers passionnant du jeu vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous, à vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute et à me laisser un commentaire, ça me fait toujours très plaisir. Merci pour votre écoute et en attendant la prochaine fois, je vous dis à plus. Ciao!